Bonjour à tous et désolé pour ce petit retard qui est lié aux contraintes techniques que nous rencontrons du fait de la crise sanitaire. Bien évidemment, nous sommes tous confrontés à la même chose, donc merci d'avoir patienté. Nous allons démarrer avec poursuivre après la table ronde autour des personnes âgées, une table ronde qui s'intitule « Les enfants face à la Covid » et je cède la parole à Maud Nizan. Alors on va se demander, lors de cette table ronde, les conséquences qu'a et qu'aura la crise sanitaire sur les enfants. D'abord médicalement, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées tout au long de ces derniers mois écoulés quant aux conséquences médicales sur les enfants de la Covid, notamment des questions sur la contagiosité des enfants, avec beaucoup d'informations, peut-être de désinformations. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. La question des complications également, puisque je rappelle qu'une semaine, même pas avant la reprise de l'école après le déconfinement, on a eu cette information de complications très graves chez certains enfants après la Covid. Je parle du syndrome de Kawasaki, j'espère que je ne déforme pas. Et là aussi, on aura peut-être des questions à poser sur ces complications et l'angoisse qu'elle a pu susciter chez les parents, certains ne remettant pas d'ailleurs les enfants à l'école pour cette raison. On parlera également de l'impact des confinements sur la santé des enfants, notamment en raison de la diminution de leur activité physique. Et puis, bien sûr, nous parlerons des conséquences sur leurs conditions de vie et sur leur santé psychique. Les enfants sont des êtres en devenir, en construction. Ça les rend plus vulnérables et ça les rend plus forts à la fois. On va se demander, pour chaque étape de leur développement, quel est l'impact de la crise sur ces individus en devenir. Les bébés d'abord, qui semblent peu affectés par la maladie directement. Est-ce vrai ou pas? On se le demandera avec nos experts. On se posera également la question de l'impact du port du masque chez les tout-petits, certaines crèches ayant été équipées de masques transparents, puisque les bébés, on le sait, ont besoin bien sûr de voir l'expression sur le visage des adultes qui l'entourent. Et puis, bien sûr, les bébés ressentent fortement le stress des adultes qui les entourent, et donc on se posera la question des conséquences sur leur développement de ce stress qui, bien sûr, a été généré par la crise sanitaire. On parlera également des enfants plus âgés, qui suscitent aussi bien des questions, la question des apprentissages, notamment pendant la période du premier confinement, leur vie sociale, leur activité physique, le temps qu'ils ont passé ou qu'ils passent encore, plus encore qu'avant devant les écrans, et bien sûr leurs angoisses, voire même parfois pour certains leur traumatisme. On abordera également la question de l'adolescence, qui est une période très spécifique, bien sûr. Est-ce qu'il y a une spécificité à leur situation? Certains parlent d'une dégradation de leur santé mentale, et on se posera aussi peut-être la question de la découverte de la vie amoureuse dans ce contexte de distanciation qui peut-être a impacté cette découverte de la vie amoureuse. Et on ira peut-être jusqu'à aborder la question des étudiants qui, bien sûr, on le sait, sont fortement impactés par cette crise. Pour répondre à toutes ces questions, ces problématiques, nous avons aujourd'hui avec nous 4 intervenants. Bernard Gols, qui est pédopsychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Descartes. Il est fondateur et directeur de l'Institut contemporain de l'enfance. Michel Dugnat, pédopsychiatre et psychiatre. Yves Alambic, pédiatre, il a été longtemps généticien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et Patrick Clairvoy, qui est psychiatre et psychothérapeute, professeur à l'école du Val-de-Grâce. Alors, pour commencer cette table ronde, j'ai envie de donner la parole peut-être à Yves Alambic, si la connexion est bonne, pour nous parler de la maladie telle qu'elle peut apparaître chez les enfants, médicalement pour commencer. Très bien. Je vous remercie, Maud Nizan, de me donner la parole, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler un peu au nom des pédiatres, en particulier du groupement des pédiatres du Bas-Rhin. Alors, je vais commencer comme ça. Quand les enfants ont entre 4 et 5 ans, ils développent habituellement une phobie. La nuit, ils craignent qu'il y ait un monstre, une sorcière sous leur lit, un loup dans l'obscurité. Les parents les rassurent en racontant des histoires, en leur expliquant qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais l'arrivée de la pandémie a changé tout cela. Ce sont les parents qui ont commencé à avoir peur, et les enfants ont appris à vivre avec la peur de leurs parents. Alors comment depuis 10 mois et demi tout ceci se passe-t-il?
On peut dire que nous, les pédiatres, nous n'avions pas idée, fin février 2020, de ce qui nous attendait quelques jours plus tard, et nous nous sommes immédiatement mis à la tâche dans un travail collectif en raison du début brutal en Alsace de la maladie, des sirènes d'ambulance, des morts, des malades dans les hôpitaux, et on s'est demandé ce qui allait se passer pour les enfants. Plusieurs périodes sont intervenues, comme vous le savez, avec la période de confinement qui a duré du 15 mars au 14 mai, puis la période de déconfinement, puis à nouveau une période de reconfinement, de couvre-feu, et on se retrouve actuellement dans une nouvelle période avec l'apparition de variants britanniques, sud-africains, brésiliens qui risquent de modifier à nouveau complètement la donne et toutes les informations que je vais pouvoir donner aujourd'hui. Donc notre réflexion a été collective, parce que nous avons été confrontés à des experts nouveaux dans les médias, à la télévision, tout souvent contradictoires, et qui nous ont posé problème. Et on s'est dit qu'il fallait que sur le terrain, on ait des idées un peu plus précises de ce qui se passait réellement. Alors nous avons participé à une enquête collective d'Eurocos, une association strasbourgeoise, sur ce que vivaient les jeunes pendant cette période-là. C'était quelque chose qui a été fait au niveau européen. Et également, nous avons rencontré des enseignants, et je vous en parlerai rapidement. Alors tout d'abord, la santé. Le retour d'informations concernant la santé des enfants a été très variable sur le plan sociologique, en fonction du milieu familial, de l'existence d'une fratrie, de la disponibilité des parents, le fait que les parents soient en famille monoparentale ou pas, le fait que les parents soient divorcés avec la possibilité ou non d'aller dans la maison de l'autre, le fait de vivre dans un petit appartement sans balcon, à plusieurs, est forcément plus difficile que de vivre dans une maison avec un jardin. Et le problème, c'est qu'il fallait trouver d'autres occupations que les écrans. Alors voyons un peu différents éléments qui sont posés à nous, du point de vue de la santé et provoqués par ces problèmes sociologiques. Tout d'abord, la prise de poids. On a observé une prise de poids importante chez certains enfants et de façon très majoritaire chez les garçons, au sein des familles qui ont des garçons et des filles, souvent 10 à 12 kilos. Parmi les enfants, dans les familles de nos patients où le coronavirus a sévi, les parents qui ont été atteints de façon sévère à modérée, on a constaté que leurs enfants étaient atteints de façon très légère, furtive ou quasiment absente, asymptomatique, mais que par contre, ceci a conduit à des périodes d'angoisse chez les enfants, avec des discussions familiales sur la vie et la mort. Et en consultation, pour autant, nous n'avons pas observé tellement de demandes d'évocation de ces préoccupations. Je n'ai pas eu beaucoup de notions d'insomnie, de perte d'appétit, alors qu'on a la notion d'anorexie mentale dans la population qui s'est beaucoup développée chez les adolescentes. Et je n'ai pas non plus constaté beaucoup de phénomènes dépressifs. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est les enfants autistes. Alors, dans cette maladie qui est extrêmement variable, il y a des enfants qui, surtout chez les petits, ont été heureux de ne pas sortir et d'être en permanence avec leurs proches, au point de progresser mieux dans les domaines affectifs et dans les apprentissages. Pour d'autres, au contraire, plutôt les grands, à partir de 10-11 ans, on a observé des moments de désespoir, d'enfermement dans leur chambre, en particulier chez les adolescents de 14-15 ans. Certains ont même dû être hospitalisés. Et pour les familles dont les enfants autistes sont bruyants et crient énormément, le confinement a été très douloureux. Et par ailleurs, chez des enfants tout à fait habituels, j'ai observé chez des petits de moins de 2 ans qui sont constamment soumis aux multiples écrans des membres plus âgés de la famille, et on peut le comprendre puisque les familles étaient complètement bloquées, j'ai pu observer l'apparition de traits autistiques, un retard d'acquisition du langage, et en informant les parents de cet état de fait, qu'ils ont pris les mesures nécessaires, et on a observé en 1 ou 2 mois la disparition de ces signes. Je trouve ça tout à fait préoccupant. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de ce virus? On a étudié ce virus de façon mondiale, mais en France, on a l'étude infectiologie du professeur Robert Cohen, qui est un pédiatre chef de service au centre hospitalier de Créteil. Et les études permettent d'observer que les enfants sont moins symptomatiques, donc très peu de signes, s'infectent moins, donc très peu contaminés, et que leurs tests PCR sont souvent négatifs. Ils sont moins contagieux et donc rarement à l'origine de clusters. En fait, c'est à partir d'un adulte que la contamination se fait, et donc la Covid, et surtout les maladies de l'adulte, graves chez les sujets âgés ou qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire une maladie associée comme un diabète, une obésité. Ainsi, les enfants sont relativement épargnés et les formes graves sont rares.
Comment se propage le virus? Le site primaire est localisé dans les cellules du nez, au début de l'infection, et dans la majorité des cas, les défenses immunitaires l'arrêtent. Le récepteur qui est dans le nez semble moins présent chez les enfants, et en tout cas pas du tout présent dans les formes respiratoires, ce qui expliquerait que les enfants n'ont que des formes en fait banales, et quand ils sont malades, ils ont une atteinte clinique faite de signes banals, de rhinopharyngite ou digestifs comme des gastro-entérites, mais très peu de choses d'autres. Parfois une éruption de la peau, parfois une irritabilité. Et donc le diagnostic est évoqué devant l'association de ces quelques signes cliniques, mais surtout la notion d'un comptage avec un sujet positif, le plus souvent un adulte. Et on a observé, cependant, dans quelques cas, environ 120 cas en France jusqu'au mois de juin, des formes plus sévères qui n'ont pas abouti à aucun décès et qu'on appelle le syndrome de Kawasaki, qui sont des formes avec une atteinte cardiaque, de cardiomyopathie, et qui ont abouti en quelques jours à la guérison de ces enfants. On peut dire globalement que sur les milliers et les milliers de morts qu'on a eues, on n'a pas eu d'enfants décédés. Donc globalement, on peut rassurer sur le fait que ce soit une maladie de l'adulte et non pas une maladie de l'enfant. Alors, afin d'appuyer ces informations sur la gravité de l'infection dans la région et toujours pour rester sur le terrain, j'ai contacté les chefs de service des urgences pédiatriques des hôpitaux de Haguenau, de Strasbourg et de Colmar, qui sont les docteurs Didier Heyer, Dimitar Chmakov et Didier Chognaud, pour leur demander en avril, mai, juin, ce qu'ils avaient observé. Et eux aussi, ils ont constaté qu'il y avait extrêmement peu, d'abord que leurs urgences étaient vidées de la plupart des maladies, même s'il y a eu des malades d'autres pathologies, mais qu'il y a au total très peu d'enfants Covid positifs présentant une forme sérieuse ou grave, aucun décès n'est survenu, et pour d'autres raisons, parce que les enfants étaient hospitalisés, qu'on voulait vérifier, mais il n'y avait aucun signe de Covid. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que aussi dans cette période, pour les enfants, on a eu un problème, c'est que les parents ont eu peur de venir chez les médecins et on a eu un retard de vaccination chez pas mal d'enfants avec un risque qui aurait pu être sérieux si on n'avait pas fait un retour correct là-dessus. Et on a insisté sur l'importance de ne pas manquer les vaccinations pour les autres maladies qui sont tout aussi dangereuses. Alors, nous nous sommes fortement impliqués, nous, pour la reprise des activités scolaires, pour le retour en collectivité après le déconfinement du mois de mai. Et c'est un avis qu'on a partagé dans l'ensemble du groupement des pédiatres, et ainsi que la Société française de pédiatrie. Parce que, comme on le sait, la scolarité, ça implique 3 domaines de fonctionnement de l'enfant qui ont été fortement impactés par le confinement. Les domaines qui sont affectifs, cognitifs, relationnels. En effet, l'école, c'est pas seulement apprendre, c'est vivre ensemble. Et on connaît les particularités de l'école française, la place de l'individu, la compétition, l'importance des savoirs académiques. Mais le confinement a fait exploser tout, l'unité de temps, de lieu et d'action de la classe en commun. Il a obligé à expérimenter, à développer l'autonomie des élèves, à diversifier les approches pédagogiques. Pendant la première période, un écueil majeur est survenu, c'est le besoin d'outils numériques disponibles qui a renforcé les inégalités entre les enfants de classes sociales différentes. Et depuis que le confinement a été arrêté, que les enfants ont pu retourner en classe, le deuxième écueil, c'est le masque qui efface les informations transmises par le visage avec les éléments émotionnels, empathiques et les encouragements que peuvent donner les enseignants et les personnes adultes. Par contre, le masque ne provoque pas de problème respiratoire, d'allergie, et nous estimons qu'il est indispensable chez les grands et fait partie des gestes barrières. Bon, par ailleurs, le confinement pendant la première période, et c'est aussi l'indication du retour à l'école, a pu poser des problèmes relationnels délicats et les enfants ont eu besoin de retrouver progressivement l'école et les activités périscolaires et pour beaucoup la cantine à midi dans les milieux les plus défavorisés. On peut dire que lorsque les parents étaient moins disponibles pour assurer l'école à la maison, la reprise de l'activité scolaire a permis aux enfants de retrouver un rythme biologique correct, un rythme veille-sommeil adapté et des habitudes éducatives, réapprendre à être assis, à écouter l'enseignant dans la durée, prendre le temps d'être attentif. Et nous avons observé que les enfants étaient capables de respecter ces fameux gestes barrières d'hygiène, le port du masque, dès les premières années avec un apprentissage bienveillant. Par contre, nous avons insisté sur les mesures de distanciation excessive qui n'étaient pas nécessaires, comme la suppression des espaces de jeu, l'interdiction aux enfants de jouer ensemble, l'impossibilité de consoler un enfant, qui était préjudiciable aux enfants en général. Et en plus, c'était tout à fait inapplicable, et ça a risqué d'entraîner une grande anxiété particulièrement néfaste au développement des enfants. Les enfants devaient pouvoir continuer à jouer ensemble sans que ça provoque des tensions.
Et je rappelle que les enfants ont besoin d'interaction pour se développer. Ainsi, puisqu'on savait que les risques de contamination à l'école ne semblaient pas majeurs entre les enfants jusqu'à récemment, mais on va voir ce qui va se passer avec les nouveaux variants, on pouvait estimer que l'école est le dernier élément qui doit être fermé s'il y a un reconfinement, et je le dis aujourd'hui, le 27 janvier, alors qu'on nous annonce la possibilité d'un reconfinement. Nous espérons bien, avec la Société française de pédiatrie, qu'on ne va pas reconfiner les enfants. De même, on n'a pas observé de cluster les premiers mois, jusqu'au mois de janvier, jusqu'à très récemment, et on estime qu'un enfant isolé ne nécessite pas la fermeture d'une classe, mais uniquement s'il y avait 3-4 enfants atteints dans une même classe, et c'est ce qui s'est passé récemment. On a fermé plusieurs classes dans la région, en particulier autour de Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? J'ai rencontré des enseignantes, et en particulier 2 directrices d'école. Le premier témoignage est celui de Madame Havé, qui est à l'école Sainte-Aurélie de Strasbourg, qui dirige une école élémentaire publique dans un quartier populaire de la ville de Strasbourg. Et c'est une école qui a une population très mélangée, très variée, de tous niveaux, mais avec une population immigrée qui est importante, où il y a 36 nationalités. Et ce qu'elle indique là-dedans, dans son interview qui a été assez longue et je ne peux pas la détailler, c'est qu'on a sollicité les parents à devenir acteurs et qu'il y a eu un travail en commun qui a été fait entre les parents, les enseignants et les enfants, grâce à l'intervention de la possibilité d'une adresse email qui a été donnée à toutes les familles, grâce à la possibilité d'utiliser des tablettes où les parents se sont fournis en tablettes, et des progrès considérables ont été faits pendant les premiers mois, en particulier le confinement. On a observé que les enfants arrivaient bien à s'en sortir avec ça, et que même des parents qui ne parlaient pas français ont pu apprendre un peu de français en travaillant avec leurs enfants. Dans la deuxième partie, il y a le principal problème de l'école pour Madame Havé était de travailler sur les compétences socio-adaptatives, de travailler sur l'école et le vivre ensemble. Ils ont organisé, par exemple, un livre de recettes de cuisine du monde entier. Ils ont dansé ensemble pendant la récréation dans des danses un peu séparées, comme le Badisson, et ça a permis aux enfants de faire un groupe scolaire entier. Mais en conclusion, elle disait qu'on aimerait revenir à une forme de normalité, que les enfants ont été mis de côté par la société et coupés du monde, ce qui a été catastrophique en termes de normes sociales. Le deuxième témoignage est celui de Madame Sanchez, la directrice de l'école maternelle et élémentaire privée Lucie Berger. On a une population fort différente, avec un ensemble d'enfants francophones de plusieurs niveaux socio-économiques. Et On a des petites difficultés de connexion avec Yves Alambic. Peut-être que ça va revenir. Oui, sinon je vous propose qu'on continue et qu'on revienne à Yves Alambic dans un deuxième temps. J'avais envie de donner la parole aux intervenants suivants en fonction un petit peu des étapes de développement dont ils sont les spécialistes. Alors, je voudrais commencer par Michel Dugnat, qui s'occupe beaucoup des bébés. Je vous donne la parole, docteur Dugnat. Je vous en remercie beaucoup. Alors, c'est évidemment une tâche difficile. Vous me donnez la parole pour combien de temps, Maud? Dites-moi tout. Alors, une dizaine de minutes, si vous voulez, pour commencer. D'accord. Alors, c'est évidemment un honneur tout à fait considérable d'être invité à partager des réflexions avec mes collègues dans le cadre de ce on vous entend très mal, docteur Dugnat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, peut-être avez-vous un casque avec un micro, ou sinon rapprochez le micro de... Il n'y a pas de casque. Donc, je vais essayer de me rapprocher de l'écran pour que ça soit meilleur. Et du coup, vous me dites si là c'est bon. Donc, je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce que je me trouve avec vous un peu en virtuel, effectivement, aujourd'hui. C'est vrai que j'avais l'espoir d'être à Strasbourg, mais diverses actualités m'ont retenu. Je me présente rapidement, je suis psychiatre et pédopsychiatre à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, mais aussi
au centre hospitalier de Montpellier, qui est un hôpital psychiatrique, qui est un peu le Brumat d'Avignon, si vous me passez la comparaison. Et en l'occurrence, j'y suis médecin dans des unités d'hospitalisation parents-bébés qui accueillent les femmes enceintes, soit en hôpital de jour, soit en temps plein, comme l'unité de Brumat, dont s'occupe avec talent Sarah Sananès. Et dans ce contexte-là, nous avons, pendant la période du confinement, eu à constater que les bébés pouvaient être assez facilement oubliés, mais d'une certaine façon, me direz-vous, peut-être les bébés ont-ils tout le temps l'habitude d'être oubliés ou de se faire oublier parce qu'ils sont, comme le disent... Excusez-moi, docteur Dugnan, on vous entend vraiment pas bien. Est-ce que vous pouvez vous approcher encore du micro, peut-être, parce qu'on vous entend un peu loin? Je suis désolée. Non, est-ce que c'est mieux là? Alors attendez, on va essayer comme ça. Et dans ce contexte-là, eh bien, ne pas oublier les bébés qui sont l'avenir de notre société et éventuellement de notre planète, ça nous a paru tout à fait important. Alors, bien sûr, vous me direz, les bébés, de toute façon, quand ce sont des fœtus, ils ont l'habitude d'être confinés. Et on pourrait se dire que finalement, d'un confinement à l'autre, pour ceux qui sont nés pendant cette période-là, on change de valeur du terme confinement, mais est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, j'essaierai de vous montrer dans quelques instants, tout à fait rapidement, quelques éléments de réponse qui transitent beaucoup, malheureusement, par les adultes que nous sommes. Et bien sûr, poser la question au bébé, c'est un peu difficile, ça pose des questions épistémologiques assez difficiles, particulièrement difficiles, et en l'occurrence, j'essaierai de vous dire pourquoi on espère que d'autres recherches qui seront présentées au colloque de Cerisy du 20 au 27 septembre 2021 nous permettront d'avoir posé un peu plus de questions aux bébés. Alors, qu'est-ce que je souhaitais indiquer de façon un petit peu brutale et, à vrai dire, un petit peu d'emblée? Eh bien, c'est que dans cette période du Covid, d'une part, j'aurais envie de nous inviter collectivement à faire attention à tout ce bruit, à toutes ces opinions qui ne cessent de se présenter à nous par les réseaux sociaux comme par les médias les plus sérieux. Et à ne pas oublier, il en a déjà été un petit peu question, me semble-t-il, la question des pertes de chance qu'il y a eu dans cette période-là et qui, du fait de l'émotion légitime qui a animé les soignants, les citoyens et les autorités de notre pays, eh bien, la Covid ayant occupé tout l'espace, on a probablement eu du mal à calculer les effets des pertes de chance, que ce soit en déprogrammant la chirurgie ou bien sûr que ce soit en rendant plus difficile les soins psychiques périnataux qui concernent la relation, qui concernent la mère, le père et le bébé. Donc, les enquêtes en cours, dont je vous dirai un mot, mais peut-être dans un deuxième temps, nous montrent que les mères n'ont pas été plus déprimées, mais qu'elles ont été beaucoup plus anxieuses. Bon, on peut se demander qu'est-ce que ça a produit pour le bébé. Les dispositifs de soins ont été ralentis, voire fermés. Je parle là d'une unité de soins conjoints, comme celle dont vous disposez aux US, mais aussi le MAT, et puis qui existe en trop petit nombre en France. En trop petit nombre, dont je dirai un mot tout à l'heure. Bref, dans une situation où en France, on s'occupe insuffisamment des femmes enceintes et des bébés dont les mères présentent des troubles psychiques, qu'on fait tout ce qui se fait au Royaume-Uni avec des moyens considérables, à peu près 100 fois plus importants en termes de crédit chaque année pour la santé mentale et la psychiatrie périnatale, eh bien, nous avons probablement, effectivement, eu affaire face à des parents un peu différents, mais à la rencontre desquels il a été difficile d'aller. Je ne voudrais pas être ni trop long ni trop pessimiste, parce que pendant la période du confinement, pour des raisons qu'il n'y a peut-être pas lieu d'évoquer en détail ici, le secrétariat d'État à l'enfance, sous la houlette donc de M. Taquet, qui fut
secrétaire d'État à la protection de l'enfance, mais qui maintenant, c'est différent, secrétaire d'État à l'enfance, ont annoncé que quelques dizaines de millions d'euros seraient consacrés à une meilleure information des parents par les caisses primaires d'assurance maladie, à quoi ce terme volontairement, pendant 10 ans, et auquel on va rendre à peu près un tiers de ce qu'on lui a pris pendant 10 ans. Et puis, j'en viens à mes histoires de mère et de bébé avec des troubles psychiques, et puis on a promis 10 millions d'euros, en entière bien sûr, c'est-à-dire quelques centaines de milliers d'euros par département, pour créer des équipes mobiles qui se rendront au domicile des parents qui présentent des troubles psychiques, des fragilités psychiques ou des troubles avérés psychiques, et qui ont fait le choix, ou parfois pas le choix, ou qui sont des familles. Je voudrais rester sur l'idée que l'expérience de la période Covid nous a rappelé l'importance de se rendre au domicile, ce qui n'était fait dans le domaine, malheureusement, dans le domaine de la fameuse période des 1000 jours, dont on parle beaucoup en ce moment, que par des professionnels peu formés, comme les TISF, ou de trop rares sages-femmes et puéricultrices de PMI. Dans ce contexte-là, le fait que des professionnels du soin psychique en période périnatale, qui est un soin relationnel, se voient accorder dans un contexte où la pédopsychiatrie est en pleine déshérence, où la psychiatrie va un peu moins mal, mais encore très mal, dans une période très difficile pour le soin psychique en France, nous avons obtenu qu'une relative priorité soit accordée aux bébés et à leurs parents, parce que Winnicott disait qu'un bébé seul, ça n'existe pas. Bowlby rappelait qu'on s'occupe des bébés en s'occupant de leurs parents. Et dans la période qui se dessine, quoi qu'il en soit de l'avenir, nous avons besoin à la fois des enquêtes dont j'ai dit un mot, à la fois d'une réflexion sur la place du bébé dans notre société, et à la fois d'une réflexion dans le temps long, puisque le colloque de Cerisy, dont je me permets de faire la promotion là, permettra pendant toute une semaine à des cliniciens et à des chercheurs de réfléchir dans une logique transdisciplinaire qui inclura évidemment des questions d'éthique, avec l'idée que le bébé reste la terra incognita, parce que plus on en sait, plus on sait qu'on en sait peu. Voilà ce que je voulais livrer à votre réflexion et que je reprendrai volontiers plus en détail avec vous ultérieurement dans le débat avec les autres intervenants. Je vous remercie, Dr Gols. Nous reviendrons de toute façon vers vous dans le moment du débat. Je vais simplement redonner la parole au Dr Alambic qui est de retour parmi nous. Si vous voulez peut-être conclure le propos. Oui, merci beaucoup, Maude. Donc, je voulais juste conclure sur ce que disaient les directrices d'école plusieurs semaines après la rentrée scolaire, en disant comment ça s'était passé et comment les enfants qui avaient été privés d'école pendant des mois ont réagi. Au niveau des apprentissages, de manière évidente, il y a eu beaucoup de fragilités qui sont apparues. Mais c'est surtout le vivre ensemble qui a été modifié, aussi bien dans une école publique d'un quartier populaire que dans une école privée qui regroupe des enfants différents. Et ce qu'elle observait, en particulier à Lucie Berger, chez Madame Sanchez, c'est des enfants qui, en particulier chez les 6e, 5e, puisqu'il y a également le collège, sur ce site, on observait des carences dans les rapports entre les pères, notamment filles et garçons, chez les jeunes collégiens qui n'ont pas vécu ensemble leur bouleversement physiologique et physique. Et elle disait que les enfants avaient besoin de réapprendre à vivre ensemble dans des corps et selon des représentations corporelles qu'ils n'avaient pas eu le temps d'intégrer chez leurs camarades pour les plus grands. Chez les plus petits, elle observait également de l'agressivité, des jeux beaucoup plus brusques, plus accidents dans la cour de récréation. C'est également ce qu'observait Madame Azé à l'autre école. Et pour conclure, je dirais la chose suivante. Nous sommes confrontés actuellement à l'arrivée du vaccin britannique et de la poursuite de la maladie, et donc de cette aggravation permanente de la maladie, alors qu'on espérait qu'on n'aurait qu'une seule vague au départ. Le risque de contagiosité accrue des enfants, on ne le sait pas pour le moment, mais pour l'instant, ils ne le sont pas beaucoup plus. Voire de la maladie chez eux, on ne l'a pas encore observé. Et je pense que nous devons rester, comme le dit Didier Sicard dans un article récemment du Monde, sentinelles et acteurs à la fois.
Voici, c'est ça les éléments que je voulais partager avec vous. Et je voudrais remercier, pour terminer, les enseignants avec qui j'ai pu parler, l'ensemble des enseignants qui font un travail remarquable dans ce domaine, avec tous les enfants, l'ensemble des pédiatres, les familles, les parents et même les grands-parents qui ont fait un boulot important pour leurs enfants. Et merci au Forum de m'avoir invité. Voilà. Nous vous remercions, Dr Alambic. Vous restez avec nous peut-être pour le débat qui suivra. Je vais donner la parole au Dr Gols, si vous voulez bien, Dr Gols. Absolument. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parfaitement bien. C'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir. Donc écoutez, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Moi aussi, c'est un plaisir, un honneur. C'est ma deuxième participation à ce forum de bioéthique, donc je suis très touché par votre confiance. Le sujet est important, il interroge nos organisations sociales, mais bon, bien sûr, les leçons de cette crise ne pourront être tirées que progressivement. Là, on travaille quelque part un peu entre journalisme et histoire, hein, un travail en direct, un travail en différé progressivement. Bon, il faut essayer de prendre un peu de recul dans l'immédiat, mais ça ne peut pas vraiment avoir une valeur de réflexion après coup. Voilà, donc je vais dire quelques petites choses très simples et au fond de bon sens. Il est vrai que les experts ont fleuri un peu partout. En réalité, je crois que personne n'est expert en quoi que ce soit là, par rapport à ce qui nous arrive. Un dernier mot d'introduction pour dire qu'il y a quelque chose de paradoxal, évidemment, à vouloir construire une société dans le monde d'après sur la base d'une réduction des liens. C'est un paradoxe un peu dangereux. L'absence de liens n'est pas synonyme de liberté en rien. Et d'ailleurs, on peut penser au terme d'aliénation. Étymologiquement, c'est faux, mais c'est intéressant de remarquer que l'aliénation, avec un A privatif, c'est bien la folie qui découle de l'absence de lien. Alors, je voudrais dire quelques mots des enfants en institution pédopsychiatrique, quelques mots de l'enfant à la maison et quelques mots de l'enfant à l'école, même si ça a déjà été abordé un petit peu par Yves Alambic. L'enfant en institution d'abord, en institution pédopsychiatrique. Je m'exprimerai là en tant que président d'une association, le CEREP, qui gère 2 CMPP, 4 hôpitaux de jour, un IME, un institut médico-éducatif, et puis aussi en tant que président de la CIPA, qui est une association qui s'occupe justement de l'autisme. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques divines surprises. Certains enfants autistes ont pu, pendant le confinement, s'exprimer un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus au téléphone, mais bon, c'est extrêmement rare, ça a été rapporté par certains collègues. Quelques enfants phobiques, des phobies scolaires, se sont trouvés rassurés par le confinement, mais dans l'ensemble, enfin pour ce qu'on en perçoit, la période de confinement a été assez catastrophique. Il faut dire que le lien en distanciel, comme on l'expérimente cet après-midi, enfin pour le forum, c'est un lien qui ne passe que par les sensorialités distales, c'est-à-dire l'audition et la vision qui sont faites pour être en communication de loin. Mais toute la sensorialité proximale, le toucher, l'odeur, le goût des choses est évidemment entravé, et ce lien en distanciel est extrêmement partiel. Alors il y a eu bien sûr pour les enfants qui fréquentaient des hôpitaux de jour ou des établissements divers, il y a eu ce confinement, beaucoup d'appels téléphoniques de la part des équipes qui appelaient les familles en difficulté, de la part des familles en difficulté qui appelaient les équipes. Mais ces appels étaient beaucoup plus des appels de réassurance, de vérification des liens, de surveillance, que les choses minimum étaient assurées. Mais ça n'était plus du tout, bien sûr, un travail véritablement psychique, d'élaboration et de réflexion. Mais je veux vraiment saluer l'inventivité et la créativité des équipes pédopsychiatriques pour justement maintenir ces liens, parfois essayer de travailler à distance. Il y a eu quelques ateliers scolaires, quelques ateliers de créativité des hôpitaux de jour qui ont pu être maintenus, mais c'est vraiment, c'était un pis-aller. Et je dois dire que si on doit vivre un autre confinement, que ce soit cette année ou je ne l'espère pas, bien entendu, dans les années à venir, il faudra vraiment se poser la question des établissements pédopsychiatriques. Ils ont fermé, mais est-ce qu'on était vraiment obligé de fermer? En tout cas, la question mérite d'être posée. Les services hospitaliers sont restés ouverts, les EHPAD sont restés ouverts, les hôpitaux de jour, par exemple, ou les IME sont des établissements de soins et de prise en charge.
Est-ce qu'il fallait automatiquement les fermer? En tout cas, la prise en charge de ces enfants à distance a été extrêmement compliquée. Quelques mots pour l'enfant à la maison. Yves Alambic en a déjà évoqué certains aspects. Pour certaines familles, ce confinement, ça tombe sous le sens, hein, a été l'occasion, si je puis dire, d'une promiscuité permanente et très difficile pour certaines familles dans des espaces relativement restreints, parfois très restreints. Et il faut bien sûr, il faut qu'on attende les chiffres définitifs, mais même à l'évidence, la maltraitance, la fréquence de la maltraitance infantile a augmenté, avec d'énormes difficultés pour le travail de la protection de l'enfance. Dans l'un de mes établissements, par exemple, 2 placements en urgence ont dû être faits dans des conditions extrêmement compliquées par les contraintes sanitaires. Chacun peut l'imaginer, aller à la maison, s'occuper de l'enfant, le conduire à l'extérieur. Enfin, tout ça a été vraiment extrêmement compliqué. Et puis, dans ce climat très particulier, un certain nombre d'enfants ont été confrontés à des conflits conjugaux. Sur les ondes, on a beaucoup dit que ces conflits et ces violences conjugales avaient augmenté. Et la confrontation de l'enfant aux conflits conjugaux ou à la violence conjugale, qu'elle soit physique, psychique ou les deux, est une forme de maltraitance. Hein. Aujourd'hui, on y tient beaucoup. La confrontation de l'enfant aux violences conjugales est l'une des formes de maltraitance. Voilà. Et sans parler de choses aussi aiguës, mais je suis toujours dans le chapitre de l'enfant à la maison, sans parler de choses aussi aiguës et douloureuses, c'est vrai que d'une manière générale, les enfants ont vécu, ressenti, éprouvé, je ne sais pas comment le dire, une certaine désillusion par rapport à ce monde adulte finalement impuissant. Certains enfants, notamment en période d'âge scolaire, autour de ce qu'on appelle la période de latence, 6, 7, 8 ans, ont besoin d'idéaliser un petit peu les adultes. Et là, ils ont vu eux-mêmes en direct les adultes en très grande difficulté. Se désillusionner trop vite par rapport au monde adulte ne favorise pas l'envie de grandir, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Quelques mots pour laisser d'autres choses pour la discussion. Je reviens à l'enfant à l'école. N'oublions pas que l'enseignement... Alors je suis tout à fait comme Yves Alambic et mes collègues pédiatres, j'ai beaucoup fait aussi pour que l'école puisse reprendre, parce que le confinement a mis en lumière et a aggravé d'ailleurs certaines disparités sociales criantes. L'enseignement en distanciel est facile pour certains enfants qui sont très bien entourés et très bien équipés sur le plan informatique, très difficile pour d'autres, et pouvant faire surgir des sentiments de culpabilité, c'est déjà pas formidable, mais en plus des sentiments de honte, ce qui est encore plus dramatique. Voilà. Et puis il faut dire aussi que même si l'enseignement en distance est relativement possible, il faut dire aussi que la transmission du savoir et des connaissances se fait principalement par l'identification des enfants avec l'enseignant, avec sa façon de fonctionner, avec le rapport que l'enseignant entretient lui-même avec sa liberté de penser, avec son propre savoir, et que tout ça à distance ne fonctionne pas de la même manière, c'est très appauvri. Il y a des choses possibles, et c'est sans doute mieux que rien, mais par rapport à la transmission du savoir en présentiel, ça n'a rigoureusement rien à voir. Alors c'est vrai que Yves Alambic l'a dit aussi tout à l'heure, au bout du compte, les dépressions caractérisées n'ont pas été aussi nombreuses qu'on aurait pu le craindre. Malgré tout, quand elles ont eu lieu, et il y en a eu, j'en dirai un mot dans un instant, elles étaient très liées à la question des inquiétudes scolaires ou universitaires aussi. Et pour ne parler que des facultés de médecine que je connais bien, l'entrée en faculté pour la première année dans ces conditions, pour la médecine, la première année est une année clé. C'est une rencontre avec une faculté, c'est une rencontre absolument désastreuse. Donc des inquiétudes scolaires, des inquiétudes universitaires et des dépressions souvent liées à la question des décrochages scolaires, dont je crois qu'on n'a pas encore pris la mesure. C'est des décrochages scolaires à tous les niveaux, que ce soit en maternelle, bon ça encore, ça peut paraître moins grave, je ne crois pas que ce soit moins grave, mais en tout cas à l'école primaire, à l'école secondaire, au collège, au lycée.
Et c'est incroyable, tous les enseignants en ont témoigné. Quand le confinement, quand la reprise scolaire a eu lieu, il y avait un plaisir des enfants de revenir à l'école, de se retrouver ensemble, et un plaisir des enseignants aussi à retrouver les enfants, qui était très fort et extrêmement émouvant. Alors un petit mot encore sur la narrative, sur les dépressions. Je crois que quand on dit dépression dans le grand public, c'est un mot qui est très courant. On évoque la notion de perte de quelque chose, perte d'une activité, perte d'un lieu, perte de quelque chose qui est très investi psychiquement et qui tout d'un coup nous manque. Mais je crois qu'on va avoir à travailler, alors ça plus dans l'après-coup, justement, là on a un petit peu trop le nez sur le guidon, comme on dit, hein. Mais dans l'après-coup, on aura vraiment à travailler à propos de ces dépressions liées au confinement, réfléchir à qu'est-ce qui a été perdu. Est-ce que c'est la place de l'école dans la tête des enfants qui a été perdue? La question ne se pose pas pareil aux différents âges. Est-ce que c'est la question des liens avec l'école qui a été perdue? C'est ce qui a surtout été préservé un tout petit peu par l'enseignement à distance. Mais est-ce que c'est aussi la représentation de l'école et du rapport au savoir? C'est certainement assez compliqué. Ça peut être fructueux et ça pourra peut-être nous aider à penser, si malheureusement nous devons vivre un nouveau confinement, peut-être à penser les choses de manière plus précise et plus spécifique. Je vais m'arrêter là en disant que quand on est devant une catastrophe comme ça, qu'on ne domine pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on vit ensemble, adultes et enfants, pour l'instant, la seule solution, la seule issue possible, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une narrativité partagée. C'est-à-dire qu'il faut absolument que... Je suis beaucoup intervenu sur ce terme-là auprès de la CARDI. C'est une cellule d'innovation et de recherche à l'éducation nationale. Il faut vraiment travailler la question du partage des émotions, du partage d'un récit. Pour les enfants, ça peut quand même être une consolation de se dire que ce qu'ils vivent, ils ne sont pas tout seuls à le vivre dans leur coin, mais que les adultes qui ont la responsabilité d'eux vivent aussi des choses difficiles. Et ça n'est pas on peut être triste ensemble, on peut être troublé ensemble, on peut être inquiet ensemble, et se le dire, c'est déjà pas pareil que de le vivre tout seul dans son coin. Alors vous savez, les tout petits, on ne cesse de leur dire qu'on n'a jamais vu les petites bêtes manger les grandes. Ben là, c'est ce qui se passe, hein. C'est vraiment une toute petite bête qui est en train de ravager les grandes bêtes que nous sommes et qui ont encore beaucoup à apprendre de ces expériences traumatiques. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Patrick Clairvoy. Oui, bonjour. Moi, je suis plutôt un psychiatre d'adultes. Je reçois quelques enfants, plutôt des adolescents et des jeunes adultes, et je vais peut-être témoigner de ce que je vois et de ce que je peux témoigner à travers le discours des parents. Et donc, j'ai pris quelques exemples dans ma consultation quotidienne. Première observation, c'est une femme qui élève seule ses enfants de 19 et 14 ans. Pendant la période de confinement, l'aîné des enfants l'informe qu'il a noué une relation par Internet avec une personne à 600 km de là et demande à la rejoindre. Ce qui est bien sûr, la mère ne peut qu'être en désaccord avec cette demande. Donc, la mère s'y oppose, et voilà l'enfant qui ne veut plus manger à table, qui ne lui adresse plus la parole, et lorsqu'elle lui demande une explication, la réponse est cinglante « Je ne supporte plus ta gueule ». Vous voyez la brutalité de cet énoncé. Alors, cette posture s'est prolongée jusqu'à la fin du confinement. Ça a été très très difficile pour la mère. Et puis après l'été et de retour des vacances chez son père, le jeune de 19 ans a repris la vie comme si rien n'était advenu, comme s'il ne s'était jamais passé le moindre conflit avec sa mère, et elle m'indique qu'il est redevenu gentil comme avant avec le bisou du matin. Deuxième observation, c'est une mère face à son fils qui, pendant le confinement, a multiplié toutes les transgressions possibles du couvre-feu et d'aller jusqu'à prendre la voiture des parents sans leur consentement et la conduire sans permis, qui a fait à plusieurs reprises l'objet de contraventions pour sortie et aussi pour détention de cannabis. Et la phrase de la mère est la suivante: on a l'impression qu'il les cherche, dans le sens qu'il les provoque, qu'il provoque les forces de l'ordre.
Troisième observation qui m'a été donnée par une professeure, c'était à la reprise scolaire, à la fin de l'été, dans le lycée. Un élève dans le couloir donne un violent coup de poing dans la baie vitrée qui la sépare d'une classe où cette professeure faisait son cours de langue. Et le coup de poing fait exploser la vitre et tous les élèves sont inondés de débris de verre. Et convoqué chez le proviseur, l'élève dit ceci: « Je ne comprends pas mon geste ». Et l'élève est pris dans un sentiment de désarroi. Donc, à travers ces quelques exemples, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que on a vu peut-être se multiplier des comportements d'hostilité, des comportements agressifs, des adolescents et des jeunes adultes qui cherchaient le conflit. Et ils cherchaient le conflit avec la personne qui était en face d'eux, et la première personne en face d'eux, très souvent pendant le confinement, c'était les parents. Et on avait le sentiment qu'ils cherchaient dans ce conflit une excitation de façon à avoir un interlocuteur, j'allais dire quelqu'un avec qui un peu s'opposer pour se construire, pour trouver ses forces, pour comprendre sa forme. Et on voit que la perte des interactions sociales extrafamiliales a été douloureuse pour la majorité d'entre eux. Et ces comportements agressifs, finalement, s'il fallait leur donner une interprétation, à la fois, on pourrait dire que ces enfants, comme l'a dit Bernard Gols, dénoncent une faillite des parents, une faillite des adultes qui n'ont pas su ni anticiper, ni les protéger suffisamment, et les amener à entrer dans un monde qui leur paraît chaotique. Dans ces comportements de violence, on pourrait aussi penser que les enfants combattent avec leur maladresse et leurs propres attitudes, mais qu'ils combattent la pandémie en attaquant les mesures qui symbolisent la présence de la pandémie dans la société. Ils vont chercher le cadre, ils vont provoquer le cadre. Et probablement que, par exemple, ce jeune qui cherchait les policiers, eh bien, ça l'apaisait probablement de voir la présence des policiers et la façon dont ces personnes pouvaient aussi sécuriser ses propres comportements, parce que les adolescents transgresseurs sont aussi très perturbés et très angoissés de ne pas trouver les limites à leur comportement de transgression. Voilà. Et c'était aussi un peu peut-être provoquer les adultes pour les mettre en charge, de les réveiller et de les ranimer pour remettre du cadre et du facteur éducatif. Donc si je dois résumer, et ça va rejoindre l'avis de ce que j'ai entendu avant de mes collaborateurs, de mes confrères, mais il y a un vrai effet toxique du confinement sur le développement psychique et l'équilibre psychique des enfants et des adolescents. Voilà. Il y a un effet toxique du confinement, et c'est vrai qu'on peut craindre si jamais il fallait refermer les écoles. En même temps, je l'ai entendu aussi dans les interventions qui ont précédé, en psychiatrie, c'est toujours après coup. C'est toujours après coup qu'on mesure les effets d'un événement, et c'est toujours après coup aussi qu'on voit les réponses comportementales et adaptatives. Et donc j'ai quand même confiance dans la plasticité sociale de cette tranche d'âge, des adolescents et des jeunes adultes, pour avoir la capacité à inventer les modalités comportementales nouvelles qui vont émerger, notamment par exemple dans les réseaux sociaux. Quelques mots sur le port du masque. Alors, on a vu notamment dans les écoles des enfants qui refusaient de porter le masque par défi. Mais là encore, ce défi, je le mets dans le même rang, que c'est de s'opposer un peu à ce qui symbolise la pandémie. Et puis il y a eu des enfants qui étaient très heureux de porter le masque parce que ça les permettait de se cacher. J'ai été un peu surpris, j'ai pris une photo d'ailleurs avec l'accord bien évidemment de cette personne. Une mère m'avait demandé de recevoir sa fille et j'ai vu sa fille se pointer avec un masque chirurgical sur lequel elle avait écrit « muselière obligatoire ». Et elle avait écrit au marqueur sur son masque. Et la consultation a consisté à lui expliquer pourquoi je pensais que le masque était important. Mais c'est là que j'ai pu voir aussi l'emprise chez les jeunes des théories complotistes et d'aller chercher sur les réseaux sociaux les explications qu'ils ne trouvaient pas, probablement par une pédagogie insuffisante dans ce qu'ils trouvaient dans les médias. Et un autre aspect qui m'apparaît important, c'est que le masque, ça prive de voir le visage, ça a été dit aussi, hein,
Et c'est une suspension de la communication infraverbale, et c'est probablement une difficulté importante à laquelle ont à faire face les jeunes, mais aussi par exemple dans les écoles, les enseignants. Et le terme qui m'est venu, si vous l'acceptez, c'est de parler comme ça d'une surdité émotionnelle dans les espaces extérieurs. Quand les gens se promènent avec un masque, eh bien on est incapable de lire leur expression, leurs intentions, et il y a une espèce de surdité émotionnelle. Voilà un peu comment je caractériserais le monde dans lequel aujourd'hui les enfants évoluent avec l'obligation de porter le masque pour tout le monde. Et cette surdité émotionnelle, ce défaut, cette incapacité de voir les mimiques, probablement, ça rend encore plus difficile l'interaction dans l'espace social et la difficulté à comprendre l'autre et à entrer en communication avec l'autre. Parce que le jeune, quand même, il a besoin de l'espace social. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il se défoule. C'est à l'extérieur et dans cette interaction avec les autres qu'il vit ses aventures, qu'il explore son monde et qu'il y construit sa route et sa personnalité. Et vraiment, le confinement, comme je l'ai dit, a un effet toxique sur ce développement-là. Quatrième et dernière observation, c'est le risque, notamment chez les jeunes étudiants, d'échouage social. Alors, je vais lui livrer une seule phrase que m'a dit une patiente qui vient me voir en consultation, mais qui sinon ne sort pas de chez elle, et qui m'a dit, cette année, je suis en année rien. Je redis cette phrase, parce que je suis en année rien. Cette jeune femme s'est reconfinée d'elle-même dès la rentrée, ne sort plus de chez elle, et j'imagine déjà, par anticipation, les difficultés qu'auront tous ceux qui s'occupent d'elle à essayer de la réinscrire dans un espace social extra-familial. Quelle réponse par rapport à tout ça? Toujours les mêmes, à la nécessité d'une approche pédagogique. Écouter, expliquer, écouter, expliquer. Et aussi faire confiance. Parce qu'après tout, ces jeunes, ce sont ceux qui vont inventer, peut-être qu'ils inventent déjà, par leur comportement adaptatif, le monde de demain. Ce seront les bâtisseurs du monde de demain. Et j'ai l'idée qu'ils sauront faire un monde avec des améliorations par rapport au monde actuel. Donc si on veut conclure un peu, ou si je veux conclure mon intervention, je dirais ceci: je suis quand même curieux, parce que je voudrais voir ce que ces jeunes vont amener, et optimiste pour la majorité des enfants. Voilà pour mon intervention. Merci pour vos interventions successives. On va maintenant passer au débat. Je vais commencer par une question que je voudrais poser au docteur Dunia. Je commencerai par m'excuser, docteur Dunia, j'ai eu ma langue à fourcher. Accaparée que j'étais par les problèmes de connexion, je me suis trompée dans le nom. J'espère que la connexion vous permettra de répondre à ma question, même de manière courte, parce que si ma question est un peu longue, je pense que la réponse n'a pas forcément à l'être. C'est une question sur le port du masque, justement, par rapport au bébé, parce que j'ai vu une expérience qui m'a un petit peu interpellée. Ça s'appelle l'expérience de Still Face. C'est l'expérience du visage impassible dans laquelle, en fait, une maman est face à son bébé, jeune bébé, très petit, alors à différents âges, mais tout petit quand même. Et face à ce bébé, elle interagit avec lui, elle gazouille, elle interagit, et le bébé répond à la sollicitation. Et à un moment donné, la maman se retourne et revient face au bébé avec un visage impassible, sans aucune expression. Et face à cette réaction de sa maman, le bébé essaye de la solliciter, essaye de la faire réagir. Et quand il voit qu'il n'y arrive pas, il se met à gesticuler, à pleurer, à même être dans une situation de détresse, en fait. Et face à cela, je me pose la question, alors bien sûr, c'est pas comparable tout à fait, puisque les parents, avec leur bébé à la maison, n'ont pas forcément le masque, et puis il y a des expressions qui passent par le regard, bien évidemment, mais on sait quand même que beaucoup d'expressions sont privées par le port du masque. Et je me pose la question du coup de la conséquence de ce port du masque pour des enfants qui sont nés même pendant le confinement, qui n'ont jamais eu beaucoup d'interactions avec des adultes sans masque, si ce n'est avec les parents.
Et est-ce que cela a des conséquences sur leur développement, puisqu'on sait qu'ils sont peut-être dans l'imitation ou dans la réponse à la sollicitation par l'expression du visage qu'ils ont en face d'eux? Quelles sont les conséquences pour les bébés? Est-ce qu'on les connaît déjà ou est-ce que vous pouvez les envisager? Écoutez, merci de cette question importante, et vous nous racontez bien cette expérience de Stillface qu'on peut proposer à des bébés d'âge différents. Mais classiquement, on le fait auprès d'enfants grands, plutôt dans le 4e trimestre. Et en l'occurrence, effectivement, les résultats sont relativement spectaculaires, puisque assez souvent, quand on montre ces images, qui sont des images de setting expérimentaux, bien, les professionnels s'indignent du fait qu'on puisse faire subir ça aux enfants, et en l'occurrence aux bébés. Mais en l'occurrence, il faut insister sur le fait que si cette expérience nous dit quelque chose, elle ne nous dit que ce qu'elle est, que son setting expérimental, c'est-à-dire des parents et des bébés qui ont l'habitude de communiquer, dans lequel, pendant un temps plus long que d'habitude, le bébé est privé de cette formidable source d'information qui, pour lui, le visage de la personne en qui il a confiance. Donc, ça ne dit rien de plus. On a fait, à une époque qui s'éloigne maintenant, au XXe siècle, de ça, le modèle expérimental de ce qui se passerait pour le bébé de mère déprimée. C'était un raccourci absolument saisissant. On veut actuellement essayer de savoir ce que produit le masque chez le bébé. J'entendais ce que disait Patrick Clairvoy tout à l'heure, en rappelant que beaucoup de choses se jouent dans l'après-coup. Alors, sans aller rejoindre cette question de l'après-coup, qui est cruciale dans ce qui nous concerne, je laisserai des gens plus savants que moi en parler dans ces termes. Il faut, je crois, avoir en tête que nous manquons de recul sur les effets de la pandémie, qu'il nous faudra être attentifs à ces effets par des recherches probablement assez complexes, au long cours, et pas seulement quelque chose qui fait le buzz à un moment et qui disparaît, et qui inscrira dans la question de la recherche, cette question de la durée longue de la recherche, et bien sûr, dans la question du soin, la question d'un meilleur accès aux soins. En ce qui me concerne, je pense que le fait que les bébés sont incroyablement équipés, et toute la littérature actuellement le rappelle de façon à la fois de plus en plus éparse, mais aussi de plus en plus fondée, les bébés sont incroyablement capables d'être réactifs à des situations répétitives et avec des variances, dans ces situations répétitives. Dans ce contexte-là, en ce qui me concerne, et je sais que cet avis n'est pas forcément partagé par mes collègues ou par d'autres collègues connaissant bien les bébés, on pourrait avoir l'avis du professeur Bernard Gols à ce sujet-là. Je pense que les parents, le masque est une question beaucoup moins importante, parce qu'évidemment, dans l'espace privé, les parents, Dieu merci, ne gardent pas le masque. Et beaucoup de choses. Il y a deux parties dans le visage qui sont expressives, c'est la bouche, mais aussi les yeux et les sourcils. Et dans l'espace public, imaginons une crèche, évidemment, eh bien, les choses peuvent se jouer avec la partie supérieure du visage et pas seulement la bouche, même si celle-ci est évidemment importante. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, et je vais être un peu décalé probablement par rapport à un certain nombre de gens qui insistent sur les effets du Covid, je pense qu'il pourrait y avoir un relatif consensus sur le fait que le bébé a un mal-être moins bruyant, moins spectaculaire, moins public que celui des adolescents dont vient de parler de façon très clinique à travers des vignettes Patrick Clairvoy. C'est-à-dire que la façon dont un bébé n'actualise pas son potentiel, et Dieu sait qu'il en a, ce que certains appellent la dépression de bébé, mais je pense que le terme n'est pas le meilleur. Mais ces limitations au nourrissage dans lequel le bébé est très généreux pour les adultes qui sont autour de lui, mais aussi dont il a absolument besoin pour son propre développement, eh bien ce mal-être est difficile à prendre en compte. Il a peu été, on vient de parler de l'école évidemment, mais il a peu été du fait que, je le disais tout à l'heure, le bébé reste un peu
inconnu, terre inconnue. On en sait beaucoup et en même temps, la façon dont on s'occupe de lui ne tient pas encore complètement compte de tout ce qu'on peut souhaiter pour lui. Et dans ce contexte, moi j'invite avec les collègues de l'Alliance pour la santé mentale périnatale, l'Alliance francophone bien sûr, à laquelle participent le Collège national des gynécologues obstétriciens, la Société française de pédiatrie, la WEM, tout un tas de sociétés qui rencontrent le bébé ou la femme enceinte pour dire ensemble à quel point il faut faire du bébé, je le fais à petit pas, le cœur de nos préoccupations pour les générations qui viennent. Les travaux, les connaissances émanant de l'épigénétique sur la façon dont les choses se transmettent de différentes façons d'une génération sur l'autre. Alors, évidemment, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les psychologues le disent bien, mais la façon dont on sait la complexité, mais aussi la réalité des transmissions, doit vraiment nous imposer une espèce de devoir, celui de penser les conditions dans lesquelles grandissent actuellement, de la conception et même avant la conception, jusqu'aux premières années de la vie. Alors, j'imagine bien que d'autres me diront que tout ne se joue pas avant 2 ans, mais beaucoup de choses se jouent pendant la grossesse. D'abord pendant la grossesse, et ensuite dans les premiers mois de la vie de l'enfant. Et aujourd'hui, je pense que les politiques publiques ne sont pas assez attentives à cet être discret, mais en plein développement que constitue le bébé, et auquel il faut construire un village qui a été bousculé quand il existe, ce qui n'est pas toujours le cas, par la période Covid. Et je crois que cette période nous apprend un certain nombre de choses, et en particulier cette nécessité-là de mettre le plus fragile de notre société, c'est-à-dire le bébé, au centre des attentions de toute la société. Si on veut penser un tout petit peu plus loin que les prochaines élections, les prochains plans de santé, si on veut vraiment penser à la racine de l'avenir de notre société, c'est là qu'il faut pouvoir penser les conditions de ces êtres passionnants, solides et vulnérables que sont les fœtus et les bébés. Merci, docteur Dunia. Je voudrais poser une question à Yves Alambic, parce que vous avez évoqué la question de la précarité. Vous avez commencé à l'évoquer et le professeur Delfraissy, lors de l'inauguration de ce forum, a évoqué le fait que la Covid avait des conséquences bien plus graves chez les personnes en grande précarité. Et j'ai lu une étude américaine récente qui indiquait que 250 000 enfants dans le monde risquaient de mourir en raison d'effets indirects de la Covid, notamment l'interruption des soins de routine et la réduction de l'accès à la nourriture. Est-ce que dans votre pratique, où vous voyez une population, j'imagine, extrêmement diverse, vous voyez effectivement des conséquences plus graves dans les milieux moins favorisés ? Alors personnellement, je n'ai pas constaté ce que vous évoquez là, mais qui concerne en fait des populations vraiment très très défavorisées et qui sont à la marge de la société. Mais ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on a évoqué à plusieurs ici aujourd'hui, c'est que les conditions de vie, on a évoqué la violence conjugale, on a évoqué la promiscuité, on a évoqué la difficulté des familles monoparentales, bien sûr, peut avoir provoqué des problèmes difficiles. Quand je parlais de l'école, je disais également le retour de la cantine à midi, parce que des enfants dans des milieux très défavorisés ne mangent rien à midi ou mangent des chips et une bouteille de Coca-Cola dans certains quartiers qu'on connaît bien. Donc bien sûr, il y a ça. Je ne pense pas qu'il y ait des risques de mortalité directe ou indirecte actuellement, mais ça concerne cette grande précarité des milieux totalement, extrêmement défavorisés. Je ne pense pas qu'on soit directement là-dessus aujourd'hui. Docteur Goltz, sur cette question ?
sur cette question ? Oui, oui, un tout petit mot quand même sur la première question que vous avez posée à Michel Dunia sur le masque pour les bébés, qui est une question très intéressante. Et puis je partage absolument tous les points de la réponse qu'a faite Michel. Je voulais simplement préciser une chose, c'est que tout à l'heure on est tous d'accord pour dire qu'il y a des effets toxiques du confinement. Je me suis montré un petit peu pessimiste aussi, enfin inquiet en tout cas dans mon propos. Je voudrais quand même aussi donner une note différente. Je suis très engagé dans la formation professionnelle, pour les professionnels de la petite enfance, donc ils travaillent justement dans les lieux d'accueil, les crèches, les pouponnières, les foyers, etc. Et on s'est tous posé bien sûr la question des masques, au point qu'on se demandait même s'il fallait inventer, acheter, construire des masques transparents. Bon, écoutez, pour l'instant on l'a pas fait, on verra pour le prochain confinement. Je crois aussi qu'il faut faire une très grande confiance aux bébés, parce que les bébés sont des observateurs incroyables des adultes qui s'occupent d'eux. Bien sûr, ils regardent notre bouche et notre sourire, mais Michel l'a dit, quand on sourit en général à un bébé, on hausse les sourcils. C'est les travaux de René Spitz, c'est déjà très classique. On hausse les sourcils, on parle plus fort, on parle plus lentement. Les bébés regardent tout ça, ils font feu de tout bois, ils savent interpréter nos comportements. Pour savoir si on est triste ou pas triste, il n'y a pas que la bouche, il y a tout le reste. Et ça, quand même, les bébés savent s'en servir de manière très très efficace. Les bébés sont de très grands observateurs des adultes qui s'occupent d'eux. Et en ce qui concerne votre question sur la précarité, je voulais juste rappeler au public qu'il y a eu, on le trouve encore sur Internet, il y a eu un dossier extrêmement intéressant, un dossier scientifique du Monde qui est sur Internet, c'était en 2017 je crois, ou 2017. Sur les effets de la précarité sur la construction du cerveau. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'un bébé qui construit son cerveau dans un milieu de grande précarité, la précarité, c'est pas que les aspects économiques ou financiers, c'est aussi la précarité culturelle, la précarité relationnelle, enfin la précarité sociologique dans toutes ses composantes, ne construit pas son cerveau de la même manière qu'un bébé qui vit dans un milieu normalement vivant et stimulant. Et c'est donc des effets à très long terme qui ne sont pas que des effets psychologiques, qui sont aussi des effets développementaux, neurologiques, cérébraux, et qui passent par, on l'a un tout petit peu évoqué, mais je pense que ça vaut la peine de marquer le coup, qui passent par l'épigénétique. Yves Lambic connaît ça très bien. L'épigénétique, c'est pas la génétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes dont on est porteur. L'environnement, dans toutes ses composantes écologiques, biologiques, relationnelles, familiales, sociales, culturelles, etc., peut activer certains gènes, inhiber d'autres gènes, présider à la mise en place de séquences d'expression génétique particulières. Et quand un bébé vit dans un milieu trop confiné, trop appauvri peut-être, dans certains cas, pas toujours, mais trop appauvri en stimulation, eh bien les effets épigénétiques, on le constatera peut-être dans plusieurs années, peuvent être dramatiques, effectivement. Alors c'est peut-être pas en termes de mort, je suis tout à fait d'accord, mais c'est en termes de construction cérébrale pendant ces premières années décisives des tout débuts de la vie. Là, il faudra qu'on ait un œil vraiment extrêmement attentif sur les dégâts différés. Voilà. Je vous remercie. Docteur Clairvoy, j'ai une question par rapport à l'adolescence, puisque vous êtes souvent au contact des adolescents et des jeunes adultes. Sur le commencement de la vie amoureuse, de la vie sexuelle et la distanciation sociale. Alors, vous l'avez évoqué dans la violence qu'ils peuvent exprimer, ou en tout cas la rébellion qui est propre aussi à l'adolescence. Il y a une prise de risque chez l'adolescent et sûrement aussi ils enfreignent probablement aussi les mesures barrières pour découvrir leur sexualité. Je l'imagine en tout cas comme telle. Est-ce que vous avez une idée théorique ou pratique, si vous avez pu recueillir leurs confidences, de cela, d'un changement de comportement par rapport à cette découverte ? Non, ni théorique ni pratique, je n'ai pas d'idée particulière, mais j'ai l'idée qu'il y a eu une privation importante. Or, la sexualité, la découverte de la sexualité, l'exercice de sa sexualité, à l'âge où ça commence à émerger, c'est quand même fondamental dans la construction de la personnalité, dans la construction sociale. Et la phrase qui vient à l'idée, c'est qu'ils ont pris beaucoup de retard. Et je souris parce que je me dis qu'ils vont se rattraper. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'était un petit peu
l'objet de ma question. Est-ce que finalement, il y a vraiment une privation? Puisque là, vous avez commencé en disant qu'il y a une privation importante. Est-ce qu'ils se privent vraiment? C'est ça la question que je me pose. Les jeunes célibataires en télétravail qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas les espaces sociaux, que sont notamment les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de sport, on n'en a pas parlé, quelle importance aussi le sport chez les adolescents pour se construire et se ressentir physiquement. La fermeture des salles de sport aussi a eu des effets sur eux. Mais donc, les gens sont privés des capacités de rencontre amoureuse. Alors, ce qui reste sur Internet reste très privé. Moi, je n'ai eu aucun écho, et en tous les cas, ça n'a pas de retentissement morbide. Voilà. Mais j'ai l'idée que les jeunes ont hâte de se rattraper, et c'est clair qu'il vaut mieux laisser ouverts quelques espaces de rencontre quand même. Voilà ce qui me vient à l'esprit à la question que vous me posez. Parce que c'est important. Je crois que maintenant nous allons passer aux questions des internautes. Alors, il y a quelques questions, toutes les questions sont intéressantes. Alors, notamment Bruno qui pose la question, les parents doivent-ils tout expliquer à leur enfant, alors, entre parenthèses ceux de moins de 10 ans, à propos de la Covid-19 ? Est-ce que tout est possible, enfin, est-ce qu'on peut tout entendre et à partir de quel âge ? Dr Gols, peut-être, sur cette question ? Oui, si vous voulez. Je pense que de partager les choses est très important. En l'occurrence, d'ailleurs, les événements, la pandémie n'est pas quelque chose de déshonorant. Hein. C'est une difficulté que nous affrontons tous. Et pour les enfants, même les plus petits, quand on ne dit rien, l'enfant pense toujours que c'est pire. Le silence aggrave encore les choses. Il ne s'agit pas d'être dans un discours, de tout expliquer 24 heures sur 24. La question n'est pas là. On ne peut pas patauger dans le morbide, je suis d'accord. Et quand même, quand l'enfant s'aperçoit que l'adulte peut lui parler de ce qu'il ressent lui aussi, de ce qui se passe dans la vie, à l'école, la société, même si d'ailleurs l'enfant très petit ne comprend pas chaque mot, il comprend la musique du langage qui véhicule les émotions de l'adulte, ses inquiétudes, sa tristesse, ses angoisses et ses espoirs aussi. Hein. Quand on parle à un enfant, on peut aussi parler de ses espoirs et de ses attentes. Voilà, pouvoir partager à travers la musique du langage et les mots aussi pour les plus grands, partager les émotions, je crois que ça n'est jamais nocif, d'autant plus que dans cette histoire, personne n'est coupable. Ni les enfants, bien sûr. Faisons d'ailleurs attention de ne pas trop dire autour d'eux que les enfants sont porteurs de virus contaminants, etc. Parce que les enfants ne sont pas coupables, les adultes non plus. On vit ensemble quelque chose et en parler, c'est au-delà de simplement la compréhension logique de ce qu'on dit, c'est faire confiance à l'enfant. Nous sommes capables ensemble de vivre quelque chose. Et les enfants sont très tôt sensibles à la musique du langage, j'insiste là-dessus, avant de forcément comprendre le mot à mot de ce qu'on lui dit. C'est très important de parler. On ne m'ôtera pas ça de l'idée, si je puis dire. Alors justement, pour rebondir sur la place de la parole, Christine pose la question. Alors non, c'était pas celle-ci. Bon, c'est pas grave, Christine pose la question. Yves Alambic voulait juste réagir sur la question d'avant. Oui, je suis bien tout à fait d'accord avec ce que dit Bernard Gols, mais il y a quelque chose qui s'est passé de très grave, c'est l'importance des réseaux sociaux, de la télévision. Quand je repense à l'intervention du directeur général de la santé tous les soirs à 19h pendant des mois, où il annonçait le nombre de nouveaux malades, le nombre de morts, et que, comme je vous disais, les gens étaient très en promiscuité et confinés dans des appartements où tout le monde écoutait la même chose, bien sûr que la parole est importante. Informer, expliquer, on l'a dit tout à l'heure, est fondamental, surtout pour enlever la gravité et la manière très toxique qu'ont subi les enfants à la télévision et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est extrêmement important.
Alors, je continue avec une question d'Hélène qui me semble une question très importante. Comment les enfants vivent-ils la distanciation avec leurs grands-parents? Alors effectivement, on a déjà parlé de l'éloignement scolaire avec les professeurs, mais c'est vrai qu'il y a dans cette épidémie quelque chose de tout à fait singulier qui est cette relation grands-parents, petits-enfants, grands-parents, parents-enfants également, mais dans une moindre mesure puisque souvent ils vivent séparément. Qu'est-ce que vous observez peut-être au quotidien de cette situation? Peut-être Yves Alambic pour commencer, qui est au contact. Et tout à coup, on ne voit plus jamais de grands-parents, effectivement, et en particulier quand les grands-parents habitent à distance, et c'est ce qui se passe actuellement en France, où les jeunes vivent dans des villes différentes de leurs parents, voire à l'étranger, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles où les grands-parents n'ont plus de relation. Combien de grands-parents me disent je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis très longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le plus difficile. Est-ce que c'est pour les petits-enfants ou est-ce que c'est pour les grands-parents que c'est le plus difficile? Je pense que c'est pour les grands-parents, en réalité. Et vous-même, quand vous êtes amené à donner des conseils aux parents qui ne manquent pas de vous poser la question de dire est-ce que les grands-parents peuvent les garder, qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, les grands-parents, d'abord, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, que pour moi, la garde par les grands-parents était tout à fait possible, puisque les enfants n'étaient pas contaminés ou très peu contagieux, et donc ils pouvaient garder leurs enfants, leurs petits-enfants. Maintenant que les grands-parents vont être vaccinés, encore plus. Et par ailleurs, pour les grands-parents qui sont à distance, on a Zoom, on a les réseaux, l'utilisation à distance qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui a très bien fonctionné, avec des réunions familiales importantes. Je ne suis pas du tout opposé en tant que pédiatre à l'idée que les grands-parents gardent leurs petits-enfants. Mais je pense que l'école est avant tout prioritaire. Je vais me permettre une courte intervention. Là, je prends ma casquette d'avocat, juste pour dire que les couples séparés, en fait, qui ont parfois une résidence alternée en place, très souvent l'alternance a été interrompue en fait par le confinement, parce que les gens avaient peur qu'il y ait des transmissions de foyer à foyer. Et il y a beaucoup de parents qui ont été privés de leurs enfants pendant toute la période du premier confinement. Ça a été très compliqué de reprendre en fait une alternance ou une régularité dans les droits de visite et d'hébergement pour certains. Donc là aussi, il y a eu une privation forte pour les enfants avec des conflits familiaux qui en sont évidemment découlés. Une autre question? Alors attendez, je crois que M. Gols voulait prendre la parole. Deux secondes pour votre remarque, Maude. Quand la résidence alternée a été interrompue parce qu'il y a une grande distance géographique entre les parents, c'était inévitable. Mais je pense que quand les parents habitaient dans la même ville, ça a été très dommage d'interrompre la résidence alternée. Il n'y avait pas de risque particulier à ça. Et effectivement, certains enfants en ont souffert. En ce qui concerne les grands-parents, j'ai rien à ajouter à ce que disait à l'instant Monsieur Alambic. Mais c'est à propos de cette privation de visite aux grands-parents, là, certains enfants ont pu se sentir coupables. On ne voulait plus qu'ils aillent voir les grands-parents parce qu'ils pouvaient les rendre malades. Ça, cette version des choses est parfaitement irrationnelle, à mon avis. On a quand même vu la publicité du gouvernement où il y avait justement ce petit enfant qui embrassait son grand-père pour son anniversaire, et ça a donné lieu à une hospitalisation avec une voie veineuse périphérique ou une voie centrale, je ne sais pas, à l'hôpital en réanimation. Donc c'est peut-être des choses qui marquent. Michel Dunia, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, je voulais dire effectivement que, un peu globalement, en fait, dans cette histoire-là, nous avons été bousculés par ce mélange d'opinions, de difficultés de communication, et que le rôle des scientifiques de dire des choses simples, claires et provisoires, en acceptant les incertitudes, est important, mais dans le sens où on est en train de le faire actuellement, c'est-à-dire de rassurer le plus souvent possible, et que le rouleau compresseur, parce que l'expression du nombre de morts, soit remplacé par des informations ciblées. Les femmes enceintes ont évidemment été beaucoup inquiétées par l'idée que si elles étaient Covid+, les collègues obstétriciens connaissent ces choses-là bien mieux que moi, elles pouvaient peut-être transmettre les choses à leur bébé. Enfin, tout ce qui peut s'imaginer, on a parlé tout à l'heure de la montée du complotisme, tout ce qui peut s'imaginer et comment dire, alimenté par le désordre et le forum de bioéthique, me semble-t-il, en s'ouvrant à un large public,
rend possible à la fois une réflexion apaisée et à la fois une information des parents, mais peut-être malheureusement des parents les plus, les plus réfléchis. Donc la question de communiquer sur des choses à la fois simples et justes est une question d'éthique actuellement. Et je crois que dans cette période Covid, des questions qui se posent en permanence, se posent avec plus d'acuité d'une certaine façon. Et je ne voudrais pas en particulier que nous en restions à l'idée que le Covid va coloniser les choses. Les préoccupations d'urgence légitimes ont conduit à des appels d'offres en matière de recherche, par exemple, dans des conditions qui ne sont pas les conditions habituelles, de même que les vaccins sont testés dans des conditions différentes. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il faut rappeler qu'il faut rester attentif à tout le reste. On a beaucoup insisté dans l'affaire en rappelant les conséquences gravissimes de la précarité en temps ordinaire, en temps hors Covid. J'ai rappelé de façon succincte à quel point les troubles psychiques, 10% de femmes déprimées dans le postpartum, 1% de femmes qui aggravent leurs troubles psychiques chroniques. Toutes ces choses-là existent en période hors Covid et nous n'y sommes pas suffisamment sensibles. Il faut donc rester attentif au reste et à la complexité qu'il y a, à la fois à faire avancer je vais employer un terme un peu passé de mode, mais à faire avancer de grandes causes, comme l'enfance, comme la périnatalité, et à le faire avec une retenue suffisante, parce que dans la période Covid, un certain nombre de voix, et vous avez bien compris que je suis à Marseille, rien n'est parfait, se sont fait entendre de façon disproportionnée par rapport à ce qu'elles avaient à dire, et une attention collective des citoyens et des professionnels de santé doit permettre de raison garder par rapport à ces questions, ce que nous venons de faire. Docteur Gols, j'avais une question. Je crois qu'on n'a pas encore abordé la question du handicap et de l'institution, puisque vous dirigez un certain nombre d'institutions. Je me suis posé la question, alors pour les enfants handicapés, mais également pour les enfants délinquants, mais ça c'est une déformation professionnelle. Au moment du premier confinement, il y a eu des fermetures d'établissements, des fermetures d'accueil et des personnes, j'imagine, des parents qui ont dû se retrouver à prendre en charge des enfants extrêmement difficiles. Et je me suis posé la question de ces parents qui se sont trouvés face finalement à l'abandon de l'institution. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous, on ne vous entend plus pour le moment. Moi, je vous entends, oui. On ne vous entend plus. Oui, c'est bon. Je crois qu'on a des problèmes de connexion. Non. Alors, Patrick Clairvoy nous entend puisqu'il nous fait un signe. Patrick Clairvoy, est-ce que vous savez, j'ai lu qu'il y avait des hospitalisations d'enfants en psychiatrie qui avaient beaucoup augmenté depuis le mois d'août, et je me suis posé la question de quelle pathologie pouvait s'agir, parce que pour hospitaliser un enfant en psychiatrie, j'imagine qu'il faut déjà quand même une certaine gravité. Est-ce que vous savez de quelle pathologie il s'agit ? On n'entend plus le docteur Clairvoy non plus. D'accord, nous sommes Houston, recevez-nous. On est déconnecté du monde. Voilà, donc ce sont les méfaits de la virtualité sociale. On aimerait tellement vous avoir avec nous pour vous abreuver de questions, mais malheureusement... Oui, alors j'attends juste les retours de la régie. Mais c'est le silence radio. Moi, j'ai plus rien dans l'oreillette non plus, donc voilà, nous sommes seuls. L'année prochaine, on aura, j'espère, tout le monde en face de nous pour répondre à nos questions. Est-ce que vous m'entendez ? J'entends le docteur Gols. Peut-être pour la question de la fermeture des établissements qui accueillent les enfants handicapés. Oui, vous dites qu'on n'en a pas parlé, j'ai peut-être parlé trop vite, mais j'ai essayé de dire, puisque je m'occupe d'établissements qui reçoivent des enfants autistes ou des troubles apparentés, que ça avait été extrêmement difficile pour eux, sauf quelques cas très particuliers qui ont pu profiter du confinement. Et au point que j'ai posé la question tout à l'heure, j'espère que c'est pas passé inaperçu, je pense que la prochaine fois, on aura à se demander,
est-ce qu'il fallait fermer ces établissements? C'est un petit peu comme si on méprisait le soin psychique par rapport aux soins médicaux, physiques. Les services médicaux n'ont pas fermé. Un hôpital de jour ou un IME est un établissement de soins aussi. Ça ne me paraît pas absolument évident qu'il fallait fermer ces établissements, quitte à augmenter, à être très vigilant sur les contraintes, bien sûr, de prudence sanitaire. Voilà, donc il y a eu des décompensations, il y a eu des enfants autistes. La vie des familles d'enfants autistes à la maison qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Bon, il y a eu une petite extension du temps de promenade, mais enfin c'est très peu de choses. Les enfants autistes enfermés chez eux, parfois de manière avec une grande promiscuité avec les parents, ça a été des souffrances familiales incroyables. Donc je pense que la prochaine fois, il faudra vraiment réfléchir. La fermeture des établissements de soins psychiques n'est pas quelque chose d'automatique et d'acté. C'est un système, ce sont des établissements de soins au même titre que les établissements hospitaliers ou les EHPAD dont je parlais tout à l'heure. Et alors, pour répondre à votre question, ce qui a été conservé, bien sûr, c'est les accueils d'urgence. Et là, on a vu des préadolescents, des adolescents en très grande difficulté. Il y a cette semaine dans le Nouvel Observateur, je ne veux pas faire de publicité pour tel ou tel journal, mais enfin dans le Nouvel Observateur, il y a un récit d'Emmanuel Carrère qui a fait un séjour dans le service de la Pitié-Salpêtrière du professeur David Cohen et qui a bien montré les souffrances des enfants hospitalisés et de ceux qui arrivaient, soit avec des dépressions caractérisées, soit avec des épisodes même délirants ou de grande confusion psychique. Bon, alors là, on a laissé ouvert parce que c'était des soins aigus. Mais je repose la question pour les enfants handicapés, dont vous parlez, les enfants autistes font partie des enfants handicapés. Pour moi, il n'y avait pas de logique évidente et indiscutable de fermer ces établissements. Voilà ma réponse. Je vous remercie pour cette réponse et je crois qu'on va conclure en retenant peut-être une note positive que j'ai envie de garder pour la fin de cette table ronde. Je note qu'en réalité, nos intervenants sont tous confiants dans la capacité de nos enfants à s'adapter à chaque étape de leur développement aux situations telles qu'elles se présentent, et notamment à cette situation de crise sanitaire. On va rester sur cette note optimiste. Je vous remercie infiniment tous les quatre, malgré les contraintes techniques un petit peu compliquées, d'avoir pu nous éclairer aujourd'hui. Voilà, et moi je vous donne donc rendez-vous à 18h sur la thématique système de santé en mauvaise santé, toujours en direct sur le site du Forum européen de bioéthique.eu. À tout de suite.